Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct. On va passer en revue les dernières nouvelles dans la région. Bien sûr, les questions les plus importantes actuellement, c'est les frappes mutuelles, ou bien surtout israéliennes, contre le Liban. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Monsieur Amr Zoheli, vous êtes chercheur et journaliste. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient d'apprendre il y a quelques instants qu'il y a eu des frappes israéliennes contre le Liban, comme toute la journée, mais cette fois-ci, ça s'approche de Beyrouth. Oui. Alors, quel est votre commentaire sur la situation? Je vois que l'escalade israélienne pour effectuer des frappes contre le Liban, elle est exagérée, disproportionnée, notamment après les dégâts qu'ils ont eux-mêmes visiblement faits aux militants de Hezbollah à travers la frappe contre les Beepers puis les Tokiwoki. Et cela semble exagéré d'un point de vue militaire, mais semble également logique d'un point de vue militaire au niveau de qu'ils voient une brèche et qu'ils la visent. Les Israéliens ils ont trouvé comme s'ils ont trouvé une faille et ils profitent de cela. Cette escalade probablement est disproportionnée logiquement et visiblement, mais proportionnelle aux dégâts que visiblement les Israéliens semblent être ravis d'avoir ciblé Hezbollah à travers. De toute façon, on va suivre un reportage concernant la situation au Liban, mais en même temps la position de l'Égypte vis-à-vis de ces frappes entre le Liban et Israël. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que l'Égypte soutenait la sécurité, la stabilité et la souveraineté du Liban et s'opposait à toute tentative d'escalade militaire du conflit et de risque de confrontation régionale. Le chef de l'État s'est exprimé après avoir rencontré le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en visite au Caire mercredi dernier. Il a également déclaré que les médiateurs dans les négociations entre Israël et le Hamas doivent œuvrer pour faire avancer un accord de cessez-le-feu et de libération des otages. L'Égypte affirme son plein soutien au Liban et condamne l'agression israélienne contre la banlieue sud de Beyrouth, avait indiqué le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens, Badr Abdelghati, dans une conférence de presse lors de sa visite au Liban le mois dernier. La sécurité et la stabilité du Liban sont une priorité pour l'Égypte et le monde arabe, à la préservation desquels nous consacrons tous nos efforts, a indiqué Dr Abdelghati. Il a affirmé le plein soutien de l'Égypte à l'unité et à la souveraineté territoriale du Liban. Le conflit est fondé sur la cause palestinienne non résolue et l'absence d'accès du peuple palestinien à ses droits légitimes, a-t-il ajouté, en indiquant que l'Égypte travaille sans relâche pour aboutir à la cessation immédiate de l'agression israélienne contre la bande de Gaza. De son côté, le ministre des Affaires étrangères et des émigrés libanais a indiqué qu'il est impératif de faire pression sur Israël pour aboutir à la stabilité et au calme dans le sud Liban. Il a également salué les efforts égyptiens dans les négociations de Doha pour aboutir à un cessez-le-feu à Gaza. Il est impératif de mettre en œuvre la résolution 1701 du Conseil de sécurité de manière globale pour toutes les parties concernées et pas seulement le gouvernement libanais afin de rétablir le calme dans le sud, a indiqué Abdallah Bouhabib. Le ministre des Affaires étrangères et des expatriés du gouvernement intérimaire libanais, Abdallah Bouhabib, a déclaré: je cite, « Nous espérons qu'il n'y aura pas de guerre et qu'Israël ne pourra pas renvoyer ces personnes déplacées dans leur village par la force des armes, remerciant le président Al-Sisi et le peuple égyptien pour son soutien au Liban dans cette crise. » Lors de cette visite au Liban, Abdelghati s'est entretenu avec le président du Parlement libanais, Nabih Berri, pour discuter des efforts visant à empêcher une escalade des tensions.
Abdel Ati s'est entretenu également avec le Premier ministre libanais Najib Mikati, où il a réitéré l'engagement ferme de l'Égypte à œuvrer pour la stabilisation du Liban et à apporter son soutien face aux défis auxquels il est confronté. Il a mis en avant les efforts égyptiens déployés en faveur d'un cessez-le-feu et d'une désescalade. La visite de M. Abdel Ati intervient alors que les médiateurs égyptiens, qataris et américains poursuivent leurs efforts pour aboutir à un cessez-le-feu à Gaza dans un nouveau cycle de négociations à Doha. Monsieur Ahmed Soheli, je rappelle que vous êtes journaliste et chercheur. Là, on va commencer par la situation à Gaza. Ouais. Alors, comme on vient de suivre dans le reportage, les médiateurs dans les négociations entre Israël et le Hamas doivent œuvrer pour faire avancer un accord de cessez-le-feu et de libération des otages. C'est ce que le Caire a demandé des États-Unis d'Amérique. Quel est le rôle des États-Unis pour aboutir à ça? Oui, actuellement, les États-Unis, en dépit des efforts du ministre, du secrétaire d'État des Affaires étrangères, Blinken, restent les mains, on peut dire, la tête ailleurs au niveau des élections américaines qui sont le 5 novembre prochain. Donc l'administration américaine, elle est dans un moment qui peut donner une carte blanche ou une main libre à Israël d'exercer pendant ce mois et demi ou 2 mois les frappes et les attaques qu'ils peuvent mener pour avoir un contrôle total de la situation ou arriver au maximum à une victoire. Mais tout cela n'aboutit à rien puisque l'essentiel de toute cette opération, c'est la libération des otages qui reste impérative à un accord de paix durable ou qui pourrait durer à Gaza après un massacre et un génocide avéré avec le soutien ou les monitoring des instances internationales qui a abouti à la mort de 40 000 personnes, ce qui est un bilan lourd. De même, le bilan quotidien d'aujourd'hui, par exemple au sud du Liban, c'est 274 personnes mortes, parmi eux des enfants, des femmes, etc. Donc Israël, là, passe à une étape supérieure, attaque sans merci et en même temps ne montre pas que la priorité, c'est les otages. Leur otage. On sait très bien que la question des otages, c'est la question la plus importante pour le peuple. La population, oui. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas que dans l'intérêt de l'administration américaine actuelle, même pour remporter les prochaines élections, c'est d'arrêter la guerre et résoudre le problème des otages, sans doute. Pourquoi tous les négociateurs, même les négociateurs qataris, égyptiens, tout le monde dans la région voit bien que, parce que c'est la raison d'être de cette guerre, c'est les otages. Après, l'histoire des colonies autour de Gaza, tout cela reste à débattre et reste à négocier. Mais la vie humaine, donc chère aux Israéliens comme aux Palestiniens, elle reste importante. Et les dégâts au niveau des vies humaines du nouveau palestinien ne baissent pas. Au contraire, le bilan s'alourdit et la situation se complique. Donc, en dépit de ce qui est en train de se faire, les Palestiniens eux-mêmes, je pense, préfèrent libérer les otages et entrent avec les Israéliens une nouvelle phase de négociation pour arriver à une solution, puisque on retourne au point de départ. La conférence des Nations Unies, donc l'Assemblée nationale des Nations Unies, elle est à point et
va se réunir très prochainement et toutes les résolutions et les accords et l'activité de l'organisation onusienne inclut le FINUL, donc la force de maintien de la paix au Liban, etc., reste sous contrôle et sous négociation et en négociation entre partenaires politiques du monde entier. Donc c'est le moment de négocier. L'handicap américain, c'est au niveau des élections à venir, ce que les relègue pendant quelques mois, mais même si il y a une continuité logique dans la mentalité américaine pour enfin trouver une paix. Donc la paix reste l'objectif de l'ensemble de la région, des acteurs politiques, en dépit de ce qui peut entraîner la machine militaire israélienne ou les militaires et les généraux qui privilégie l'action militaire et guerrière, belliqueuse, qui n'entraîne la région qu'à une situation catastrophique. L'historique d'Israël au Liban depuis 1982 n'est pas glorieux. On a vu une défaite en 2000 et un retrait massif des forces israéliennes, un échec en 2006 et j'espère qu'en 2024 ou 2025 ce ne sera pas un remake de ce qui a été dans les années précédentes. Actuellement, les Israéliens sentent le pouvoir de la force de la destruction. Ils se sentent invulnérables et intouchables au niveau militaire, mais cela n'empêche que même en dépit des opérations d'intelligence, ils n'arrivent pas à libérer les otages et portent la vie de ceux qui restent parmi ces otages de 7 octobre, leur vie en danger. Ce qui complique la situation et démontre bien que ce n'est pas la priorité du gouvernement israélien ni des gens au pouvoir israélien en Israël de libérer leurs otages, comme cela a été indiqué depuis le premier jour après le 7 octobre, mais c'est de trouver et réaliser des victoires instantanées qui pourraient leur aider dans les négociations futures ou avoir des positions avantageuses dans le futur dans la région, soit au Liban, soit au sud, à Gaza ou en Cisjordanie, la situation se complique de jour en jour également avec l'action des colons qui met en péril la paix et la stabilité dans la Cisjordanie. Là, les États-Unis, bon, les observateurs disent que les États-Unis, s'ils veulent, ils pourraient arrêter la guerre en un instant. C'est une déclaration de la part de quelques observateurs. Pourtant, les États-Unis déclarent qu'ils veulent la paix dans la région. En dépit de ça, on trouve que les États-Unis soutiennent inconditionnellement, j'aimerais dire aveuglément, les frappes israéliennes, et même avec une déclaration de la part du représentant des États-Unis au Conseil de sécurité il y a 2 jours, lors de la réunion urgente sur le Liban. Il a dit exactement on soutient les Israéliens contre les frappes de Hezbollah. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'un prolongement de la guerre? C'est un prolongement de la guerre et le problème que les 2 partis principaux des États-Unis qui contrôlent les élections, même s'il reste des marginaux en
peut dire des candidats ou des partis aux États-Unis qui n'ont pas le poids comme les républicains ou les démocrates. Les deux restent très ancrés dans un soutien inconditionnel pour Israël. Et cela se manifeste régulièrement à chaque fois qu'il y a une élection, parce que au niveau des élections américaines, le poids de l'EPAC et des lobbies de soutien pour l'État d'Israël sont inégalés au niveau de poids de pression pour n'importe autre pays, même l'Ukraine et tout cela ne peuvent pas être que des élèves à l'école de soutien ou des maîtres de soutien pour Israël aux États-Unis. Donc cette question qui reste au goût des lecteurs américains qui en même temps profitent d'un sionisme montant lié un peu avec comment dire, pas ça que la religion est dominante aux États-Unis, donc qui prône un peu un retour du messianisme, etc. Donc ça reste marginal et qui a un poids important au niveau des élections américaines. Donc l'Israël, c'est une question pour la soutenir, soit économiquement, soit politiquement aux États-Unis, reste inconditionnel. Sans doute en dépit qui domine ou qui est au pouvoir, soit républicain ou démocrate. Un retour possible de président ou de candidat Trump mais complique la situation et met M. Blinken comme l'administration américaine dans une posture d'aide à Israël inconditionnelle, en dépit de ce qui se passe, en dépit d'engagement dans des conflits, peut-être avec l'Iran, peut-être avec la Russie, mais la question jusqu'à la preuve du contraire ou jusqu'à la fin ou les nouvelles élections et une stabilité relative dans l'administration américaine, jusqu'à ce moment-là, la situation reste inconditionnellement en faveur d'Israël. Ouais. Je passe à un autre reportage concernant la politique étrangère égyptienne envers les crises arabes qui se reposent sur plusieurs axes tels que la préservation de sécurité nationale représentant une menace pour la sécurité et la stabilité en Égypte à l'addition de son engagement historique face aux pays arabes. Sur le plan international, l'Égypte tient à participer aux efforts internationaux pour mettre fin aux crises via la participation aux réunions et conférences internationales tenues pour les régler et de plus prendre officiellement position en faveur des efforts des Nations Unies liés à la réconciliation, au dialogue et au règlement. L'Égypte adopte une stratégie politique basée sur l'aide aux pays arabes pour surmonter leur crise, afin d'assurer sécurité et stabilité dans la région. Cela reflète la sécurité nationale égyptienne en mettant l'accent sur le principe du règlement des différends par des moyens pacifiques dans les questions palestiniennes majeures. La diplomatie égyptienne a déployé un effort réussi pour mettre la réconciliation nationale palestinienne en pratique. La région arabe est sans doute la plus vulnérable à la désintégration des États nationaux, suivie par créer un environnement propice au terrorisme et exacerber les conflits sectaires. La préservation de la force de l'État est parmi les priorités fondamentales pour la politique égyptienne extérieure dans la région arabe. La seule sortie de cette crise en Syrie est au Yémen.
c'est la restauration de l'État national, la préservation de sa souveraineté, l'intégrité de ses institutions et la réalisation des aspirations légitimes de ses citoyens. L'Égypte est à l'avant-garde des souteneurs de la solution politique parrainée par l'ONU, ainsi qu'elle rejette toute exploitation des crises de frères en Syrie et au Yémen comme moyen de réaliser des ambitions. De plus, l'Égypte a joué le rôle d'un médiateur en Syrie entre les parties internationales, l'armée syrienne et les factions de l'opposition, à l'exception du front de Nosra et Faylaq al-Rahman. Les relations égypto-syriennes régies par un certain nombre de constantes, dont la plus importante est le soutien absolu à une solution politique pacifique à la crise. La position à l'égard de la crise yéménite est constante depuis le début du conflit, l'Égypte soutenant les institutions légitimes et les symboles de l'État au Yémen. Elle tient à un règlement politique fondé sur l'initiative du Golfe, leurs propres mécanismes et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. L'Égypte œuvre à plusieurs niveaux face à la crise libyenne, dont la sécurisation des zones frontalières et la surveillance de l'activité des organisations terroristes, en particulier à la lumière des pertes subies par Daesh en Irak et en Syrie. L'Égypte a le pouvoir, la position, la situation géographique et le rôle historique qui lui permet de jouer un rôle majeur dans les crises et les conflits au sein des pays arabes, en particulier la crise syrienne. Monsieur Amr Zoheri, je rappelle que vous êtes chercheur et journaliste. Là, la politique étrangère, ou bien des affaires étrangères égyptiennes, repose surtout sur, bien sûr, le soutien des causes arabes durant toute l'histoire. Alors, si on parle par exemple de la question palestinienne. Oui, et une aide militaire sous mandat des Nations Unies était, comment dire, depuis la guerre de Congo, durant toute l'histoire de l'Égypte, il y avait une aide pour les pays, les nations en développement, et notamment les nations arabes sans doute, et la question palestinienne reste très importante et une priorité pour l'ensemble de la population égyptienne et arabe. Mais est-ce qu'on peut dire que, avec toute la bonne volonté du gouvernement de l'Égypte de participer dans les missions des Nations Unies, etc., le problème dans la région actuellement, c'est l'effondrement des États-nations en quelque sorte. On voit un peu la Syrie en période de déstabilisation, la même chose en Libye, au Soudan. Donc, et cela met en relief et met en première ligne des organisations terroristes et des porte-parole ou comporte-nation, drapeau des volontés des nations opprimées, on peut dire, comme le peuple palestinien. Malheureusement, la situation en se compliquant aujourd'hui avec la faiblesse de la Syrie et la non-volonté de populations ou d'autres pays arabes de s'engager dans ce conflit, cela nous remonte aux années des 70 où il y avait des actions terroristes, une sorte de mal compréhension de la résistance palestinienne, est-ce de la résistance, est-ce du terrorisme, est-ce une action indéterminée qu'on ne peut pas l'appeler comme est-ce que ces organismes représentent la population ou pas. Malheureusement, après qu'on a fait un cycle entier avec ce qui était le PLO ou la OLP, puis c'est entrer dans un processus de paix, devenant l'administration palestinienne, en rejetant tout recours à la violence ou
qui ne distingue pas entre les victimes, comme c'était le cas par exemple au niveau des Bipères ou au niveau des explosions qui ont été, ou une non-distinction entre les victimes. Donc ça a engagé les Palestiniens dans un processus de libération pacifique, en accord, ou soit au Camp David, soit au Wadi Araba, ou soit au processus d'Oslo. Malheureusement, aujourd'hui, on s'éloigne de cet épisode où la résistance ne prenait pas recours à la baïonnette et au revolver. Ils étaient impliqués dans des textes pour des partages pour une résolution de 2 États, ce qui est très ancien dans l'histoire des Nations Unies, mais malheureusement, en tant que résolution 242 ne sont pas appliquées. Donc, la situation se complique et les générations se succèdent, sans résultat et sans réussite. Et malheureusement, on a l'impression qu'on recule et on entre dans des cycles infernaux qui ne se terminent plus. Et au moment où il aurait pu avoir un élan pour aboutir à une solution définitive à ce conflit, la situation se complique et les Israéliens ne se contentent pas d'anéantir le Hamas ou en terminer à Gaza, ils essayent d'ouvrir d'autres parties du conflit, ce qui complique la situation et ne résout pas. La position de l'Égypte, la politique étrangère vis-à-vis de ce qui se passe au Liban, ça montre quand même que l'Égypte soutient. Compréhension et soutien, et la situation au Liban, elle est très compliquée déjà depuis ce qui s'est passé au port de Beyrouth. Le Liban n'est plus le même. Et cet épisode de reconstruction du centre de Beyrouth et tout cela, on l'a vécu avec l'ancien président Rafik Hariri après les accords de Taïf et ce qui s'est passé, la reconstruction. Donc malheureusement, le sort de cette région est des phases et des cycles entiers de construction, destruction et ainsi de suite. Et nous sommes dans ce cercle vicieux qui ne se termine pas. La même chose c'était à Gaza. Il y a eu une reconstruction de Gaza avec une forte participation de l'Égypte. Et aujourd'hui, nous sommes en mesure de refaire des calculs pour voir combien cela pourrait coûter dans le futur. Est-ce qu'il y aurait des participants arabes d'autres pays du Golfe qui pourraient maintenir cela, mais ouvrir d'autres endroits qui peuvent se détruire comme au Liban. Déjà, refaire le port de Liban, c'est quelque chose de primordial et impératif au commerce au Méditerranée, libanais et tout cela. Donc, c'est un retour aux années 60-70. C'est pas un avancement, ça sert à rien. Et déjà, ça démontre une nonchalance israélienne au niveau les otages qui devraient être la priorité et le numéro 1, 2, 3 de la priorité israélienne. Et avant le 7 octobre prochain, ils devraient être tous chez eux, dans leur maison, et cet épisode, il devrait se terminer avec un accord de cessez-le-feu et une signature en première ligne ou comme des promesses pour des accords plus profonds qui engloberaient toute la situation et tout, et impliquant une restauration de la solution de 2 États
sur les bases de ce qui a été, comme c'est la balle des nations actuellement à New York, où ces messieurs ont décidé depuis longtemps cette... C'est vrai. Bon, je passe à un troisième angle. Alors que les hostilités entre Israël et le Hezbollah soutenues par l'Iran sont au bord de la guerre totale, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que le monde ne peut pas permettre que le Liban devienne un autre Gaza. Les attentats perpétrés la semaine dernière à l'aide des beepers et de talkie-walkie au Liban, qui ont fait plus de 37 morts et plus de 3000 blessés, et qui ont été suivis de nouveaux échanges de tirs de part et d'autre de la frontière libanaise, ont porté les tensions régionales à leur paroxysme. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré qu'une guerre totale entre Israël et le Hezbollah est quelque chose que nous devons éviter à tout prix. Pourtant, dans ce contexte, il affirme qu'il y a une conscience croissante que nous devons arrêter. Nous devons arrêter la guerre en général, nous devons arrêter la guerre à Gaza, a-t-il dit. La déclaration de M. Guterres intervient avant la tenue de la semaine de au niveau de la 79e Assemblée générale de l'ONU, qui se déroule alors que la guerre à Gaza approche de son sinistre premier anniversaire. Guterres a reconnu que le conflit avait dépassé ses attentes en termes de durée et de niveau sans précédent de destruction et de souffrance, tout en réitérant sa condamnation vigoureuse de l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas contre le sud d'Israël. Mais il a souligné une nouvelle fois que cela ne peut jamais justifier le châtiment collectif du peuple palestinien. Interrogé sur la responsabilité de l'ONU dans l'incapacité à mettre fin à la guerre, Guterres a clairement indiqué que la responsabilité incombait à ceux qui avaient déclenché le conflit. Il a rappelé que l'ONU a toujours appelé au cessez-le-feu et à l'aide humanitaire depuis le début des hostilités. Guterres s'est dit attristé de ne pas pouvoir faire plus pour la population de Gaza. Appelant une solution à deux États pour résoudre le conflit israélo-palestinien, il a déclaré qu'il n'y a pas de solution humanitaire au problème humanitaire. La solution est toujours politique, c'est pourquoi nous devons arrêter la guerre, a-t-il ajouté. Il a également abordé des limites du pouvoir de l'ONU, notant que bien qu'elle soit une voix forte pour la paix et l'adhésion au droit international, son efficacité est souvent entravée par des dynamiques géopolitiques, en particulier au sein du Conseil de sécurité. Appeler les États-Unis à cesser de fournir des armes à Israël est un exercice futile, a-t-il déclaré. Je sais simplement que cela n'arrivera pas. Cela ne vaut pas la peine de concentrer des efforts là où les résultats sont impossibles, a-t-il ajouté. Il s'est toutefois montré sans équivoque sur la nécessité de mettre en œuvre toutes les délibérations de la Cour internationale de justice qui a estimé en janvier qu'il y a un risque qu'un génocide soit en cours à Gaza. Interrogé sur l'opportunité d'émettre des mandats d'arrêt à l'encontre du chef du Hamas, Yahya Sinwar, et du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, Guterres a déclaré qu'il soutenait toutes les décisions de la CPI. Monsieur Amr Zoheri, je rappelle que vous êtes journaliste et chercheur. Là, une déclaration très forte de la part du secrétaire général des Nations Unies, Guterres. Alors, nous ne pouvons pas permettre que le Liban devienne un autre Gaza. Que pensez-vous? Je pense déjà ce qui lui impose de dire cela, c'est le sérieux de la situation. Ce qui est déjà et deuxième chose, c'est ce qui est imprévisible de ce que pourrait faire ou pourrait exécuter l'administration ou le pouvoir israélien, qui reste inconnu à l'ensemble de la population mondiale. Et la troisième chose, c'est que l'heure est grave parce que l'escalade elle est très rapide, le monte crescendo en 3 jours sans raison
valable ou visible de Hezbollah ou ni une riposte spectaculaire de Hezbollah. Le Tokuruki plus après, avant les beepers, etc. Donc il y a une escalade et puis l'assassinat des chefs, pas un seul, mais plusieurs chefs de ce qui est la force importante de Hezbollah. Ce qui rend Israël dans une situation plus proche d'une approche guerrière que quelqu'un qui essaie de stabiliser une situation, libérer des otages et finir la situation, ce qui impose un acte par le secrétaire général des Nations Unies en disant que ça ne devrait pas être un nouveau Gaza parce que ce qui est en train de modus vivendi de ce qui est en train de se faire, c'est presque ce qui a été fait à Gaza, de la même manière, de la même façon, sans raison valable. Au même temps, aujourd'hui, nous sommes D'ailleurs, tous... c'est ce qui se passe, excusez-moi. D'ailleurs, voilà. C'est-à-dire, on a bombardé le sud du Liban, et voilà, il y a les déplacés par milliers. C'est pareil de ce qui s'est passé à Gaza. Avec des SMS envoyés aux habitants du sud du Liban, il faut dégager, il faut enlever, il faut, etc., avec des accusations d'existence d'armes lourdes au niveau des habitations au sud du Liban, ce qui un peu complique la situation, parce que on ne sait pas, visiblement c'est de l'imagination israélienne, mais en même temps ça complique la situation parce que ça existe de l'autre côté des frappes et de même temps il y a des victimes et il y a une escalade. Ce qui nous retourne tous au point de départ, ce qui devrait être résolu même avant de ce qui est Gaza, c'est des pas sérieux au niveau de la solution de deux États et l'application des résolutions des Nations Unies pour en finir définitivement avec ce conflit, parce que le problème dans la durée, en prolongeant le conflit dans la durée, les raisons de se tuer et de se faire la guerre ne sont plus présentes que les raisons pour faire la paix, tandis que la solution est plus logique, c'est de se diriger vers la paix, parce que s'il y aurait un processus de paix engagé dans la situation, il n'y aurait pas ni raison de tuer ni de prendre des otages de deux côtés. Au contraire, tout le monde serait dans une logique de résoudre les situations, de partage entre colons et habitants, etc., et trouver une solution définitive et finale. Sinon, ce conflit ne se terminera jamais et nous continuerons à vivre ce cercle infernal sans fin. Je vous remercie beaucoup, M. Ramles Zoheri. Merci à vous. Je rappelle, vous êtes chercheur et journaliste. C'est la fin de notre émission. On se donne un rendez-vous demain à la même heure. Très très bonne soirée. Au revoir.